Est-ce que vous êtes cuit? Ok, super. Bah, ça tombe bien parce qu'on va faire un truc pas du tout technique, hein, puisqu'on va faire... on a une clé SSH et qu'est-ce qu'on en fait? Alors d'abord, non, avant tout, et avant que vous admiriez les beaux gosses, C'est clair. d'abord, merci beaucoup au Jug Summer Camp de nous avoir retenus pour le CFP. C'est vraiment un grand plaisir. En plus, c'est la première fois que moi je viens. Je crois que c'est toi aussi. C'est la première fois, oui. Ouais, et donc, voilà, c'est quand même un grand plaisir. En plus, c'est une très jolie ville. Enfin voilà, on est vraiment content d'être là, sérieusement. Et puis, donc, Laurent, vas-y, je t'en prie, Alors, présente-toi. je me présente, donc Laurent Grangeau, je suis Solutions Architect depuis quasiment 2 ans maintenant chez Google. Et ça, c'est moi, c'est ma belle tête, comme vous voyez, que j'ai pris en photo sur Snapchat hier. Ouais. Ça m'a fait rigoler. Et donc, mon profil Tinder, c'est @elpio et je suis fraîchement CTO chez Duonix, une petite boîte qui fait dans la data protection. Je fais essentiellement du conteneur du cloud. Et en fait, ça fait que 2 mois que je suis dans la boîte. Mais voilà, c'est mon coming out là tout de suite. Et Euh, du coup, un petit disclaimer. Moi, j'ai voulu présenter ce talk-là parce que à la base, je suis développeur et moi, tout ce qui est Ops, infrastructure, tout ça, je connaissais pas trop. Et j'ai découvert pas mal de choses en SSH. Alors, je connaissais évidemment SSH, il n'y avait pas de souci pour se connecter. Mais pas tous les outils, pas comment ça fonctionnait, pas comment on pouvait gérer ça à l'échelle, puisque je fais du cloud. Et quand on gère 1000, 2000, 5000, 10 000 VM, 10 000 VM avec 10 000 clés SSH à distribuer, à rotationner, à faire tourner quand on à a rotater, quoi, en fait. voilà, quand on a une compromission sur une population peut-être de 100 000 personnes dans l'entreprise. Comment on fait pour gérer tout ça? Et on a voulu faire un petit peu un talk sur le back to basics. Donc comment ça fonctionnait SSH. Ludo, mon comparse, est plutôt côté Ops. Hmm, Alors c'est moi le barbu, mais c'est lui qui est Ops. exactement. Voilà. C'est parce que ça pousse pas. Non, alors plus globalement, en fait, enfin, voilà, je vais pas paraphraser ce que disait Laurent et ce sera retenu sur ton temps de parole. C'est un slide, enfin, c'est une présentation qui est assez dense. On l'a joué à Sonitech. Très sincèrement, pour la faire tenir dans 40 minutes, je pense qu'on va s'accrocher. Et donc, vous aussi, accrochez-vous à votre chaise. On va passer donc le basique de SSH, mais aussi, effectivement, ce qu'on peut faire avec SSH, mais plus at scale, avec des fonctionnalités un peu évoluées. La première partie est un petit peu aride. On va parler de chiffrement. J'ouvre rien tout de suite. Donc, grosso modo, SSH, si on revient donc à 1995, ça a été inventé par un Finlandais, Tatu Hilönen, je pense que je le prononce bien, et depuis 2006, en gros, c'est vraiment sous une gouvernance purement open source dans la l'IETF. C'est évidemment un protocole. Alors, qui ne connaît pas du tout SSH? Sérieusement, ça va. Donc en fait, évidemment, il y a des basiques. C'est un protocole qui permet de communiquer entre deux ordinateurs. C'est le client qui initie la communication et le serveur donc est le destinataire de la connexion. Et c'est en gros un outil qui sert fonctionnellement à envoyer des commandes à un serveur pour que le serveur les exécute, restitue le résultat évidemment au client. Il y a plusieurs standards d'implémentation. Enfin, il y a un standard d'implémentation et donc plusieurs implémentations. Les plus connus, c'est évidemment OpenSSH et PuTTY. Maintenant, on voit émerger certains compétiteurs, dont Teleport. Alors, je l'ai découvert moi à l'occasion de la création de ce talk, qui est un outil assez moderne en fait, hein, avec une web UI, etc. Ça peut être intéressant pour gérer at scale. Et Mosh, que je connaissais déjà, et qui lui, pour le coup, permet de faire de la reprise sur incident, en particulier quand on a un réseau qui est un petit peu fluctuant. Oui, je vous ai passé le port, hein, TCP/22, bien entendu. Évidemment, au-delà de lancer les commandes sur un serveur et d'en obtenir la restitution, enfin le résultat, on a aussi d'autres fonctionnalités que vous connaissez très probablement. Sécuriser le FTP, faire transiter des fichiers vers le serveur et depuis un serveur, bien entendu, faire transiter de la donnée et en particulier se servir d'un serveur de rebond pour pouvoir aller atteindre un serveur cible, le pattern bastion, ce genre de choses. Chose qui est un petit peu moins connue, on peut faire du file, enfin on peut se connecter à un file system distant avec SSHFS par exemple. Le gros avantage de SSH, c'est que c'est un outil qui reste sécurisé parce qu'il a une architecture en couche qui permet en fait de rester up to date sur les capacités de chiffrement de l'outil. Et donc en fait qu'il reste pertinent malgré l'accroissement de la puissance de calcul des ordinateurs. Et puis il est assez performant au sens où il est assez véloce.
Alors, il y a donc pourquoi est-ce que SSH est un protocole intéressant? Il a remplacé, je vous l'ai pas dit sur le slide précédent, mais il a remplacé des outils qui fonctionnellement faisaient un peu la même chose, mais qui n'étaient pas sécurisés. La grosse différence, c'est que là, il arrive avec un certain nombre d'éléments de sécurité. De quoi on parle? On parle de négocier le protocole de chiffrement entre le client et le serveur. On parle d'authentifier le client et le serveur. On verra dans le détail tout à l'heure. On fait transiter de la donnée dont on vérifie la sécurité au sens où ça ne va pas fuiter en dehors de la communication, de la connexion, et au sens de leur intégrité. Donc on est certain que la donnée qui arrive est bien la donnée qui a transité. Donc on n'a pas de notion de man in the middle éventuellement avec altération de données. On a l'identification du serveur, on verra avec Laurent tout à l'heure, et donc l'intégrité de la donnée, j'en ai déjà parlé. Tout ça se répartit sur différentes couches de sécurité. Je passe assez vite là-dessus. Alors, au niveau cryptographique, comment ça se passe? Bon, alors déjà, évidemment, on ne dit pas cryptage, mais on dit chiffrement. Alors, en gros, on va utiliser deux méthodes de chiffrement. Le chiffrement. Alors, moi, je ne suis pas un matheux. Je vous parle de choses que j'ai lues et donc qui sont rentrées dans ma culture, mais il y a quand même des éléments qui sont un petit peu velus, que je comprends, que je pense avoir à peu près compris vaguement. Je vais essayer de vous les restituer. Maintenant, on n'est pas dans, dans le détail foufou. Au niveau, donc on utilise deux chiffrements, le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. Dans les deux cas, en fait, l'idée du chiffrement, c'est de transformer une donnée source à travers donc, un certain nombre d'éléments secrets, dont en particulier la clé de chiffrement, et de chiffrer donc cette information source de façon à ce qu'elle puisse transiter sans qu'on puisse en comprendre le contenu, si ce n'est en redéchiffrant avec une clé adéquate. Dans le chiffrement symétrique, la clé qui sert à l'écriture, à l'encryption et au chiffrement et au déchiffrement, c'est la même clé. Ce qui pose un inconvénient énorme, c'est que évidemment, on a un secret qui est partagé par le point qui chiffre la donnée et le point qui déchiffre la donnée, qui a priori sont deux points différents. Donc en fait, on a cet inconvénient-là. Et puis le gros inconvénient aussi, c'est que évidemment, si la clé fuite, en fait, toute notre sécurité tombe à l'eau. Évidemment, on n'a pas de moyen de savoir que la clé a fuité, si ce n'est parce que on l'a vu fuiter. Donc en fait, de ce point de vue-là, il y a quand même un gros problème dans la sécurité de cette clé-là. Les gros avantages, par contre, c'est que les implémentations sont relativement simples, dans la mesure où c'est la même clé qui est utilisée pour le chiffrement et le déchiffrement. En fait, grosso modo, le chiffrement va passer par une fonction mathématique, le déchiffrement va passer par la fonction inverse, quelle que soit cette fonction et quelle que soit la complexité de cette fonction. Et donc, en fait, les implémentations sont assez robustes, elles sont assez simples à mettre en œuvre, et la plupart du temps, elles sont assez véloces. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même plutôt intéressant. Et le gros avantage d'un point de vue technique, c'est que les algos de chiffrement symétrique sont directement câblés dans les processeurs depuis un bon moment maintenant. Et donc, en fait, on a directement de la puissance de calcul silicone, enfin, gravée dans le silicium, qui sont disponibles pour ça. On n'est pas dans de l'émulation logicielle. Alors, juste un petit point lexicographique. On parle de ciphered data ou de ciphered text pour la donnée chiffrée. Et quand on parle d'un algo de chiffrement, on parle aussi de cipher. C'est ce que vous verrez dans la littérature. Ça peut être intéressant de le savoir. Alors, la plupart du temps, les algos de chiffrement symétrique, je vous en ai listé un certain nombre. Globalement, ça passe à peu près tout le temps par la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on fait de la manipulation de sous-éléments de la donnée source. Donc en fait, on va faire des déplacements de bytes, des déplacements d'octets, de la permutation, etc. en injectant en fait dans la donnée source la clé de chiffrement. Et donc en fait, c'est en injectant cette clé de chiffrement et ensuite en faisant des manipulations de données. Alors vous voyez ici, on a d'abord du déplacement de blocs, ensuite on a des déplacements de lignes, ensuite on fait de la combinaison de colonnes, et ensuite on fait un round key, c'est-à-dire on fait tourner la clé. C'est-à-dire qu'en fait, on passe la clé plusieurs fois de façon à allonger la donnée source. Et donc, en fait, en faisant ces permutations, et évidemment en connaissant le séquencement de ces permutations et en appliquant le séquencement inverse des permutations inverses, on obtient le déchiffrement. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Le plus connu, enfin celui qu'on utilise très fréquemment, c'est l'AES, évidemment, avec une certaine longueur de clé. A contrario, le chiffrement symétrique, en fait, on ne partage pas une des deux clés qui viennent. Donc en fait, le chiffrement symétrique s'appuie sur deux clés. Il y a une clé privée qui n'est jamais partagée
et avec laquelle on peut forger un certain nombre de clés publiques. On peut en forger qu'une, on peut en forger plusieurs. Ensuite, avec ces clés publiques, on va pouvoir chiffrer la donnée et seule la clé privée associée, enfin qui a généré la clé publique, va être en mesure de déchiffrer la donnée. La clé publique ne pourra pas relire la donnée qu'elle a elle-même chiffrée et la clé privée ne peut pas chiffrer de données lisibles par la clé publique. Donc en fait, c'est du one-way. On est bien d'accord, c'est la clé publique chiffre la donnée, la clé privée la relie. Le gros avantage, c'est que évidemment, c'est beaucoup plus adapté à une communication one-to-many. C'est-à-dire qu'en fait, on est un client, on veut adresser plusieurs serveurs, ou on est un serveur et on veut pouvoir fournir de la donnée à plusieurs clients. En fait, l'émission d'une clé va permettre, l'émission d'une clé publique à l'ensemble de nos interlocuteurs va être suffisante pour initier une collaboration en termes de communication avec ces interlocuteurs en assurant un chiffrement dans lequel notre clé privée n'a pas leaké. Donc de ce point de vue-là, en fait, en termes de leak de clés, c'est quand même un peu plus robuste que de partager l'unique clé qu'on a dans un chiffrement symétrique. L'inconvénient, c'est que les algos sont beaucoup plus complexes à mettre en œuvre, on va le voir juste après dans le détail, et puis c'est surtout beaucoup plus lent en termes de chiffrement-déchiffrement. Ensuite, évidemment, il y a la nécessité de diffuser la clé publique, bon, ce qui reste un petit problème opérationnel, moindre que de partager l'unique clé, évidemment. Par contre, évidemment, il faut rester sécure sur la préservation du secret de la clé privée. Comme vous le voyez, alors je passe assez rapidement là-dessus, mais grosso modo, on a plusieurs modalités. La clé privée, elle peut servir par exemple à des mécanismes de signature, et d'ailleurs, dans le protocole SSH, c'est le cas. Au niveau des algos de chiffrement asymétrique, grosso modo, il y a deux familles. Il y a la famille RSA. Grosso modo, ça passe toujours par la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, on a une opération mathématique. Là, en l'occurrence, c'est une factorisation. Et donc, en fait, si on prend un nombre premier suffisamment grand, si on prend un nombre suffisamment grand, qui là va être la clé publique, en fait, on peut avoir deux nombres premiers qui vont conduire à l'obtention de cette clé publique. Et donc, en fait, on peut considérer que P va être... là, P, c'est la clé privée, par exemple, et Q, c'est la source de données. Et donc, en fait, P multiplié par Q donne nécessairement la clé publique. Ce genre de détermination, en fait, il est très compliqué, à partir de ce nombre, donc, qui est la clé publique, de retrouver P ou Q. Donc en fait, grosso modo, ça répond un petit peu à notre affaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver la donnée source et on peut difficilement retrouver la clé privée en ayant ce genre d'opération, si le nombre premier est suffisamment grand. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Aujourd'hui, en fait, avec les puissances de calcul modernes dont on dispose, des clés de 4096 bits de long suffisent encore à avoir quelque chose de sécurisé. On a un deuxième type d'opération qui se fait. Alors, c'est des opérations à base du problème de retrouver le logarithme discret. Alors, je vous le passe un petit peu vite, mais grosso modo, on peut avoir des groupes de nombres entiers. C'est pour ça qu'on parle de discret. Il est extrêmement dur de retrouver leur logarithme alors que retrouver leur exponentielle modulaire est quelque chose d'assez simple, leur exponentiation modulaire. Donc en gros, en fait, logarithme et exponentielle sont deux fonctions l'une l'inverse de l'autre, et il est assez facile de faire l'exponentielle, donc en fait, de produire le n, mais par contre, il est beaucoup plus difficile de déduire le logarithme, et donc en fait, de retrouver les p et q. C'est-à-dire que grosso modo, on reprend ce genre de pattern, mais on remplace la multiplication par une fonction mathématique plus compliquée qui est l'exponentielle et en inverse le logarithme. DSA s'appuyait là-dessus. Malheureusement, avec la brute force, DSA est tombé avec un leak des clés d'encryption PS3 qui ont permis de pirater les jeux de la PS3. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on utilise, c'est un dérivé. C'est-à-dire qu'au lieu de s'appuyer sur des nombres premiers discrets, pris aléatoirement, en fait, on va prendre des nombres premiers, on va prendre des groupes de nombres premiers qui se baladent sur une courbe elliptique. Alors attention, il existe plusieurs courbes elliptiques, et donc les courbes elliptiques qui sont utilisées dans l'algo ECDSA ne sont plus suffisamment performantes, sont trop prévisibles, et aujourd'hui les puissances de calcul sont telles que en fait, cet algorithme-là, il est pété. Donc en fait, on doit se balader sur une courbe elliptique tordue de chez Edward, voilà, ici, à travers l'algo ED
25519 qui lui présente un gros avantage, c'est que à la fois il permet de créer des clés publiques qui sont beaucoup plus petites, et d'autre part, il reste aujourd'hui suffisamment performant pour pas être pété. En plus de ça, il est beaucoup plus véloce que ECDSA et que DSA. Voilà grosso modo pour les sujets d'algo de chiffrement. On a différents formats de stockage ensuite de ces différentes clés, parce que les clés, elles arrivent, en gros, les clés, c'est des suites de caractères, des suites d'octets, et donc on a plusieurs formats de stockage qu'on va voir tout de suite. C'est pas très intéressant de le savoir. Le seul truc à retenir, c'est qu'il y a des formats de stockage en clair, il y a des formats de stockage où on peut stocker les clés elles-mêmes sous une forme chiffrée et donc sous une forme sécurisée pour éviter leur fuite. Et puis évidemment, il y a tout un tas d'outils pour préserver les clés, comme les PKI par exemple, ou les vaults. Voilà. Une génération de clés, ça passe par quoi? Ça passe par un outil qui s'appelle SSH Keygen. Ici, comme vous le voyez dans la ligne de commande, on génère une clé de 4096 bits de long avec l'algorithme RSA. Voilà comment ça se passe. On peut injecter une part de randomness en tapant un texte ou en bougeant la souris, etc. Ici, on obtient une fingerprint. Et ensuite, donc, comme je vous le disais, on a différents formats de stockage. Ici, c'est le fameux format que vous connaissez tous quand on fait un cat sur la clé publique. C'est le format RFC 4716. Et ici, on a le format PEM, que vous connaissez sans doute si vous faites du Java, parce que c'est souvent sous cette forme-là qu'on échange les certificats et les clés. Et ici, donc, en fait, ça arrive sous une forme chiffrée. Alors, le chiffrement est assez basique, puisque c'est de la base 64. Les amateurs de secrets Kubernetes apprécieront. Alors, très rapidement, avant de laisser la place à Laurent, la séquence d'initialisation d'une connexion SSH est assez complexe en fait, et passe grosso modo par plusieurs étapes. Je ne vais pas vous les décrire toutes, mais grosso modo, on va avoir un échange de clés publiques de la part du serveur et de la part du client. Et cet échange de clés publiques ne va pas servir à la communication elle-même. Elle ne va servir qu'à l'échange d'une clé symétrique qui va être générée à la volée par le client, de façon à pouvoir établir la communication chiffrée. Donc en fait, on a on utilise trois technologies de chiffrement différentes lors de l'initiation du protocole de communication SSH. On utilise d'abord un chiffrement asymétrique pour que le serveur s'authentifie auprès du client. On utilise un chiffrement asymétrique pour le client s'authentifie auprès du serveur. Et à travers ces échanges de clés publiques, ils vont être en capacité de s'échanger des éléments qui vont permettre de générer une clé de chiffrement symétrique. Et c'est ensuite avec cette clé de chiffrement symétrique que la donnée va réellement transiter entre le client et le serveur. Je vous passe ça vite fait, vous aurez les slides par la suite. Alors, le point qui est assez sioux et que je trouve particulièrement élégant dans ce protocole, c'est que, vous l'avez compris, quand on fait du chiffrement symétrique, un des premiers sujets, en fait, c'est l'échange, le fait qu'on doit partager un secret qui est la clé de chiffrement symétrique. Ici, en fait, il existe donc un moment dans le handshake du protocole SSH qui s'appelle Diffie-Hellman-Kex. Alors, Diffie et Hellman sont deux mathématiciens qui ont beaucoup fait pour la cryptographie Unix dans le début d'Unix, jusque dans les années 90. Et grosso modo, en fait, votre clé de chiffrement symétrique, elle est là. D'accord ? Ici, mettons que Alice soit le client, Bob, c'est le serveur. Et vous voyez, ici, on a une génération d'une clé privée, une génération de clés publiques qui va en regard, on a un échange de clés publiques, et grâce à l'utilisation de la clé privée, on arrive à générer de part et d'autre, sans se l'échanger, la même clé symétrique. Autrement dit, en fait, ici, il y a un partage de secrets qui se fait sans partage, ce qui est quand même assez élégant. Chose intéressante, c'est que dans le protocole SSH, cette clé de chiffrement symétrique, elle connaît une rotation automatique. On va le voir juste après. Donc vous l'avez compris, hein, le problème de la fuite de la clé, c'est quand même un problème majeur. Et ici, vous avez donc dans la configuration SSH du serveur, vous avez en particulier un point qui est le REKEY, que je ne vais évidemment pas retrouver là tout de suite.
Si tu me le retrouves, tu gagnes un... Juste Yes, le key. nickel, voilà le riquet. Voilà, on a ici un riquet qui consiste en fait à procéder à la rotation de la clé au bout d'un certain nombre de blocs. D'accord. Donc en fait, on a dans SSH, on a déjà le principe de rotation de clé. Côté clé asymétrique, en fait, la diffusion, elle se fait par copie de fichier. Hein, donc en fait, vous le savez, hein, on balance le point pub de l'autre côté. Depuis le client, on le balance sur le serveur et depuis le serveur, alors, le serveur lui le fournit au client en automatique. Et la confidentialité, elle se fait avec des outils relativement frustres, hein, qui sont grosso modo l'Hugo, les droits Hugo sur les file systems Unix. La révocation, elle se fait simplement par la suppression de la clé publique et privée. Et donc, en fait, en termes de rotation, c'est pareil, hein, il faut se démerder à la main. Donc, en fait, on voit que même si le protocole il est assez robuste, même assez complexe dans sa mise en œuvre interne, et même si en termes de chiffrement, c'est quelque chose d'assez élégant, globalement, opérationnellement, on reste quand même un petit peu bité couteau. Donc, Laurent, tu vas nous expliquer tout ça, peut-être. C'est tout cassé. Hop là. Du coup, Ludo est revenu un petit peu sur les bases, comment ça fonctionne SSH, comment on arrive à générer des clés, donc les points, les ID RSA, les ID RSA.pub, etc. Vous pouvez les appeler directement. On a vu comment se connecter en SSH. On voit de la clé privée pour pouvoir se connecter au serveur avec la clé publique, etc. Vous pouvez faire ça automatiquement aussi côté client en créant un fichier qui s'appelle /config dans votre .ssh pour pouvoir dire si je veux me connecter sur le host, par exemple Guimbard ici, qui a comme SQDN guimbard.thegaragebandof.it.com, et automatiquement, si je fais un SSH Guimbard, il va utiliser ce user sur tel port avec tel identity file, donc telle clé privée, et activer la compression et certaines options. Côté serveur aussi, on peut très bien reconfigurer SSH, le démon SSH, pour dire, OK, est-ce qu'on autorise le forwarding X11 sur Unix, donc ça veut dire le départ d'écran, est-ce qu'on autorise le forward agent, qu'on va voir juste après, et pas mal d'options, est-ce qu'on fait du tunnel, le numéro de port, etc. Donc on peut quand même commencer à jouer avec SSH et SSHD pour pouvoir généralement faire des choses un petit peu intéressantes. Juste, excuse-moi, avant de changer, un petit point assez rapide, je suis passé un peu rapidement dessus. Évidemment, le protocole SSH, vous l'avez compris, il est assez modulaire, et en particulier dans les algos de chiffrement qui peuvent être utilisés, en particulier les algos de chiffrement symétriques. Et comme vous le voyez ici, en fait, on a une certaine liste d'algos qui sont mises à disposition de SSH, à la fois au niveau du client, là en l'occurrence c'est la configuration côté serveur, et en fait le premier truc que vont faire le client et le serveur quand ils se mettent en cheville, enfin quand ils initient le protocole de communication, c'est de se mettre d'accord sur l'algo de chiffrement le plus puissant dont ils disposent dans leur liste commune, enfin le plus puissant et en commun dont ils disposent. Exactement. Donc maintenant on a on a deux clés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir si, par exemple, la clé publique est toujours la bonne. Donc, on a un truc qui s'appelle l'empreinte, le fingerprint de la clé. Et quand vous connectez typiquement la première fois à votre serveur, vous avez un petit message comme ça. Authenticity of host Guimbard can't be established. Est-ce que vous trustez le host? Donc, on va vous donner le fingerprint de la clé publique, ici SHL-156, en ED25519 qu'on a vu tout à l'heure. Et si on trust, automatiquement, ce fingerprint-là va être dans votre fichier non-host de votre .ssh local. Okay. Donc la seconde fois, comme il aura déjà été trusté, vous n'avez pas besoin de réaccepter. Tant que le fingerprint ne change pas, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pareil, ça marche bien quand on a une workstation locale. Imaginez par exemple maintenant que vous changez de workstation tous les mois, vous avez un outil de développement sur le cloud, une VM sur le cloud qui change tous les mois. C'est un peu compliqué à chaque fois de réaccepter tout le temps les fingerprints. Donc une des options que je ne connaissais pas du tout au niveau des SSH, c'est qu'on peut stocker la fingerprint en DNS, dans un DNS interne, local, sous forme d'enregistrement SSH-FP, où, grosso modo, à chaque fois que le SSH va se connecter au SQDN de la machine, donc guimbard.thegaragebandof.it, il va aller requêter le DNS, récupérer la fingerprint et comparer la fingerprint par rapport à ce que le serveur renvoie. Si les fingerprints matchent, il n'y a pas de souci. Si les fingerprints ne matchent pas, on va voir juste après. Vous pouvez vérifier directement avec un verify host key DNS ask. Et on peut faire un -R aussi pour récupérer au niveau du DNS quel est le fingerprint
de la machine. Donc ça, c'est déjà un premier élément où on va commencer à pouvoir jouer avec du SSH at scale. Évidemment, si vous reformatez la machine, si vous changez les démons SSH, si vous changez la clé publique de la machine, le fingerprint va changer et lors de la prochaine connexion, c'est pour ça que vous avez un gros warning. En gros, le fingerprint a changé. On est capable soit de faire du DNS spoofing, parce qu'on n'a pas le même fingerprint et on a potentiellement un serveur DNS rogue dans l'entreprise qui va changer la fingerprint, soit on va vous dire, OK, la fingerprint a changé, je ne me connecte pas. C'est même pas bonjour, le fingerprint a changé, est-ce que vous acceptez le nouvel fingerprint? C'est je ne me connecte pas, démerde-toi pour nettoyer le non-host. Du coup, comme le non-host, moi si je vous montre le non-host sur ma machine, je crois que c'est 400-500 VM. Allez fouiller dans 400-500 VM le fingerprint, on est capable de faire un moins grand R avec SSH keygen pour supprimer la fingerprint du non-host dans Gabbard. Donc on voit, en tout cas moi j'ai vu de mon côté, là où je faisais les choses manuellement à la main avec un VI non-host et je m'amusais à nettoyer tout, on a des outils comme SSH keygen qui permettent justement de nettoyer ça. Et on est capable aussi de vérifier le fingerprint des clés publiques côté client avec un -LF de la clé publique et on a normalement le même fingerprint qu'on pourrait avoir au niveau du DNS. Qui utilisait ces options là sur SSH Keygen? Qui savait que SSH Keygen, enfin, ouais, ok, il y en a deux au fond là. 3, 4. Voilà, Ouais, donc il y en a 4 dans la salle. C'est bien. Ouais. Non, ok. Non, c'est tout. Ok. On est capable aussi de gérer plusieurs utilisateurs. Je vous rappelle, on est censé modifier le non-host de chaque utilisateur. Donc, si moi je me connecte, ça va modifier mon non-host dans mon .ssh au niveau de mon home local. Et si Ludo se connecte, ça va aussi gérer son .ssh. Donc, on est capable de gérer avec des outils comme Ansible, comme autre chose, le non-host de chaque utilisateur pour ne pas que les utilisateurs aient besoin de remplir ça à chaque fois. On est capable aussi de ne pas vérifier la fingerprint de la clé en passant un -O strict host key checking égale no quand on se connecte en SSH. Comme ça, il n'y a pas de fingerprint et on se connecte directement. C'est absolument pas recommandé parce que si c'est fait, si la fingerprint existe, c'est pour éviter tout ce qui est attaque man in the middle. Attaque man in the middle, c'est client, serveur, au milieu il y a quelqu'un qui change les choses. Généralement, si vous vous connectez sur des réseaux publics avec du FortiGate, généralement on va vous dire il y a quelque chose qui se passe et du coup on va vous interdire la connexion. Et on est capable aussi de récupérer avec un deuxième outil, un troisième outil, SSH Keyscan, et de populer automatiquement le fichier /etc/ssh/ssh non-host de la machine pour ne pas que chaque utilisateur puisse faire un .ssh dans leur home. On l'a au niveau central de la machine et on est capable de gérer tout ça directement. Donc là, on commence à faire des choses à scale parce qu'on a plusieurs VM. On est capable d'enregistrer le fichier non-host au niveau des VM et de faire joujou avec. Ludo l'a dit, on a une clé publique, on a généré une clé publique côté workstation. Le but, c'est aussi de l'envoyer sur le serveur. Soit on le fait à la main, d'accord, on fait un FTP, SFTP, ce que vous voulez pour l'envoyer à la main directement dans le .ssh. Que je ne me trompe pas, je ne sais plus. Authorized Key, voilà, merci, je sais ce que je cherchais. Soit vous avez un autre outil qui s'appelle SSH Copy ID, je ne sais pas si vous connaissiez, je pense que les ops connaissaient beaucoup, où vous allez dire SSH Copy ID de ma clé publique vers le serveur. Donc là, il va y avoir les mêmes mécaniques lors de la première fois de se connecter. Est-ce que vous autorisez oui ou non la fingerprint, etc. Et en gros, il va l'installer directement dans le home de l'utilisateur. Donc on n'a même pas besoin de faire du FTP. C'est un petit outil qui est un petit peu plus rapide. Et puis on peut envoyer plusieurs SSH keys, plusieurs users, plusieurs hosts, etc. Donc pareil, même principe, on commence à un petit peu automatiser la connexion et l'envoi des fichiers. Donc maintenant, j'ai mes fichiers publics-privés, enfin mes clés publiques-privées, mes serveurs, et j'ai besoin d'avoir plusieurs clés pour connecter à plusieurs serveurs. Parce qu'il y a des serveurs de prod, des serveurs de pré-prod. On est parano, chaque serveur a sa propre clé privée, etc. etc. Si on fait ça à la main, donc avec un SSH -i de la clé vers le user ou le serveur, ça peut être très embêtant. Il va falloir avoir une bonne mémoire pour se dire ok, telle clé correspond à tel serveur.
il y a des moyens mnémotechniques en disant je mets le nom du serveur dans la clé, etc. etc. Il y a surtout quelque chose qui s'appelle un SSH Agent sur Unix qui permet justement c'est un trousseau de clés en fait, qui permet justement de démarrer un agent qui va, quand on va se connecter en SSH, automatiquement aller fouiller dedans et récupérer la bonne clé pour l'envoyer directement au serveur. Donc comment on fait juste un eval SSH agent-s où on va démarrer l'agent et on va en retourner le PID de l'agent. Et en gros, ce que ça va faire en fait, c'est que ça va créer j'ai un trou de mémoire, une variable d'environnement qui s'appelle SSH agent PID avec le PID de l'agent. Et en gros, par défaut, on ajoute les clés suivantes, donc ID RSA qui est la clé publique privée en RSA, DSA privé en DSA, ECDSA, ED25519 et Identity qui est les certificats qu'on verra juste après. Et donc avec un SSH Agent, couplé avec un SSH config côté client, on peut s'amuser directement à faire un SSH Fedora, SSH Toto, SSH Tata, SSH Titi, sans passer des multiples users ou des multiples clés. Tout ça se fait automatiquement. Et ça m'a sauvé la vie plusieurs fois quand je me connectais à des machines sur le cloud. Même principe, grosso modo, généralement les entreprises, on ne se connecte pas directement à la machine, on passe par un bastion. D'accord ? Ça peut être un bastion privé pour pouvoir rebondir de la non-prod vers la prod. Ça peut être un bastion public pour se connecter du public vers le privé. Et le problème, si on n'a pas d'agent forwarding, c'est qu'on va devoir stocker dans le bastion toutes les clés privées de tous les serveurs sur lesquels on veut se connecter. D'accord ? Ça, c'est un gros problème parce que si on se fait pirater le bastion, toutes les clés privées fuitent et il y a un gros problème. Avec SSH Agent, on peut faire de l'agent forwarding. En gros, ce que ça fait, c'est que SSH Agent sur la workstation va se connecter en SSH au bastion. Le bastion va démarrer un SSH Agent sur le bastion et le bastion va rebondir sur la cible, donc la VM cible. Et du coup, on fait une espèce de SSO transitif. Le souci, c'est que si quelqu'un est sur le bastion, en route par exemple, il va pouvoir avoir accès au SSH Agent, puisqu'il a accès au PID. Il va pouvoir voir passer toutes les clés privées de tout le monde. Et on peut récupérer ça. Il suffit qu'il y ait quelqu'un, on lui donne accès en route au bastion parce que c'est plus pratique, c'est plus simple. Il récupère toutes les clés privées et on peut se connecter à la prod sans souci. Dans SSH, il y a ce qu'on appelle un proxy jump avec le flag -J, qui permet justement de se connecter à un bastion directement, donc bastion.thegaragebandofiT.com, pour aller taper Guimbarde. Et en gros, ce que ça va faire, c'est que le proxy jump va utiliser la clé de l'agent pour se connecter au bastion. SSHD sur le bastion va se connecter à la Guimbarde et va forwarder la connexion à l'agent local de la machine cible. Et l'agent local va ensuite renégocier le handshake via le bastion. En gros, il n'y aura plus de démarrage de SSH Agent sur le bastion et ça va être transparent pour tout le monde et du coup, on va pouvoir se connecter via un bastion de manière sécurisée sans qu'aucune clé privée fuite sur le bastion. Et ça, quand même, c'est quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que vous connaissiez un petit peu le proxy jump ou pas du tout ? Donc, voilà, on est en back to basics. Moi, je ne connaissais pas du tout aussi. Et quand on commence à jouer avec du cloud provider, avec des bastions sur des VPC privés avec des serveurs derrière, je peux vous dire que c'est assez intéressant et assez puissant. On continue notre petit tour de petits process liés à SSH. On a SSH add qui va ajouter une clé privée automatiquement dans le SSH Agent. Je vous rappelle, par défaut, il va prendre tout ce qui est ID_RSA, DSA, ECDSA, ED25519. Et si, par exemple, je vais appeler ma clé privée Toto, Guimbarde, je ne sais pas quoi, un simple SSH add de la clé privée va le mettre dans l'agent. Et du coup, l'agent l'aura dans le portfolio, dans le trousseau de clés, et on va pouvoir l'utiliser directement. Dans le cas où la clé privée a un mot de passe, SSH add va lancer la commande SSH ask pass pour pouvoir déchiffrer via le password la clé privée et la stocker dans SSH add de manière sécurisée. On est capable avec SSH add de lister avec un -L toutes les identités privées des clés qu'on a. Typiquement, voilà ma clé privée de ma machine guimbarde.thegaragebandofiT.com avec mon user Fedora. Et mon fingerprint avec un -L, où là j'ai ma fingerprint de la machine avec mon user. Et donc on est capable de jouer et de garantir tout ça.
OK, on a vu pas mal d'outils, SSH Add, SSH Agent, SSH AskPass, Copy ID, etc. Maintenant, on veut le faire at scale et on va essayer de gérer. On s'est posé la question qu'en fait, comment gérer at scale sur des milliers, voire des dizaines de milliers de serveurs, des clés SSH avec des centaines de users sans prise de tête. SSH n'apporte. J'ai bugué. SSH apporte une solution. Je dis n'apporte pas, mais si, ça apporte une solution qui s'appelle SSH certificat. En gros, ça va aller un cran plus loin. Vous voyez à gauche, ici, vous avez une clé SSH qui est une clé privée, un espace, des commentaires si vous voulez, et ça reste une clé privée qui va se connecter potentiellement à un ou n serveurs si la clé publique est associée à un ou n serveurs. Le certificat, lui, il va ajouter pas mal de choses. Une signature par rapport à votre CA, donc Certificate Authority, votre PKI interne, des options. D'ailleurs, il y a une faute là. Des options qui va pouvoir, via le certificat, vous autoriser ou non à, par exemple, à faire du XONS forwarding, à faire du SSH Agent forwarding, le user associé, le time to live, donc la durée de vie du certificat, et des métadatas additionnels. Les certificats sont associés à l'identité du user. D'accord ? Donc moi, j'aurai mes propres certificats sur mes propres serveurs, et ils expirent automatiquement. Si je dis qu'un certificat n'a qu'un mois de durée de vie, au bout d'un mois, je ne peux plus me connecter sur la machine. J'en ai parlé, les options, on est capable d'avoir des restrictions SSH, pas de port forwarding, pas de PTY, pas de redirection de port, par exemple pas de démarrage de port, etc. Sur Cube, on est capable d'être synchronisé avec les certificats SSH, pour ceux qui font du Cube. Et en gros, on résout tous les problèmes de ce qu'on appelle du tofu. Alors, je ne suis pas vegan, mais tofu, c'est Trust on First Use. D'accord ? Je vous ai dit, la première fois qu'on se connecte à un serveur, on va se dire oui, j'accepte la fingerprint. En gros, le certificat, là, on va avoir déjà directement le fingerprint et tout associé, donc on est capable de dire ok, tel user va pouvoir se connecter à telle machine pendant telle durée de temps. Et selon telles options. Pour générer des certificats, on fait toujours SHQGN-T, RSA-B, donc là le nombre de bits. Et on va ajouter un petit f et un grand c où on va mettre derrière donc, le Certificate Authority. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec une PKI, en gros, vous avez un certificat d'autorité, donc un certificat master tout en haut. En dessous, on va avoir les certificats intermédiaires au milieu pour pouvoir gérer potentiellement des choses comme de la prod, de la non-prod, des BU différentes, etc. Et sur les certificats intermédiaires, on va générer les certificats en dessous. Quand on génère notre clé publique et notre certificat SSH, avec un moins petit f et un moins grand c du certificat racine ou du certificat intermédiaire, on va générer un certificat SSH ici, et on va le faire par machine. Donc chaque machine aura son propre certificat, et chaque user aura son propre certificat. Donc on va pouvoir matcher les deux. Du coup, qu'est-ce qui se passe-t-il donc ? On a ici ensuite notre certificat qui est généré par machine. Donc on met des options moins grand s, moins petit s, moins grand i, qui est l'identité de la machine. Et on va générer un -cert.pub qui contient un petit peu tout absolument. Et on a la durée de validité, le nom de la machine, le certificat host, racine, et l'identité, le certificat host qu'on a généré avant, et le CA racine avec un moins petit s. Et si vous regardez par rapport à ce que j'ai mis là j'ai mis un moins grand V plus 52 week, donc ça veut dire qu'il est valide pendant 1 an. Okay. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que si jamais il y a une compromission de la machine, une compromission des certificats, on est capable de faire une rotation des certificats, et le certificat qui a fuité, c'est pas grave, il traîne dans la nature, il n'a plus de validité. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le CA dans le non-host de chaque machine, donc le @certauthority étoile.mon nom de domaine, et les certificats privés au niveau du host. Donc ça, c'est au niveau du host. Et au niveau du user, on va faire à peu près la même chose, sauf que c'est pas une option un moins grand h, moins petit h, c'est un moins petit n pour le user. Et pareil, là, on sait que sur le user Fedora, il a une validité d'une journée. Donc tous les jours, il doit régénérer son certificat. OK ?
on est capable d'inspecter un certificat. Donc si on regarde un petit peu ce qu'on a généré avec un moins grand L et moins petit f, on a le type de certificat, la clé publique associée, le certificat racine, certificate authority, c'est le fingerprint dans lequel on a généré, le ou les principales associés. Donc là, on n'autorise que Fedora à se connecter. Et surtout les extensions. Donc je parlais des extensions. Là, on a interdit le X11 forwarding. Donc on ne pourra pas faire un déport d'écran. On a interdit l'agent forwarding. On les a autorisés, pardon. Donc on a autorisé le X11 forwarding, on a autorisé l'agent forwarding, on a autorisé le port forwarding, les PTY, etc. Et on est capable, dans le certificat, de dire je deny le port forwarding. Et donc, généralement, les certificats sont générés au niveau d'une autorité OPS quelque part et est envoyé à l'utilisateur. Enfin, même pas envoyé, vous allez voir qu'on va faire ça différemment. J'ai mon certificat host, j'ai mon certificat user, je ne vais pas l'envoyer au user, c'est pas le but. Le but, c'est de le gérer à l'échelle. Si on l'envoie à chaque user et que le user a des workstations sur le cloud, etc., ou s'il perd son laptop, ou je sais pas quoi, on va pas le stocker dans le laptop, on va le stocker dans un LDAP. D'accord ? Ça veut dire que quand on va se connecter à la machine, par exemple SSH Laurent @Guimbard, en gros, ce que SSH va faire, c'est qu'il va aller regarder le LDAP, récupérer mon user, récupérer le certificat associé, l'envoyer directement à Guimbard. Guimbard va le comparer avec le certificat host qu'il a, il va m'autoriser ou non à passer. Et comme le certificat a des durées de vie qui sont limitées, on est très bien capable de dire toutes les semaines tu me régénères, tous les mois tu me régénères. Et en gros, sur un LDAP, on a un petit peu de travail à faire quand même. On a besoin d'ajouter un schéma ici. On a besoin de créer la requête de la récupération de clés, donc un LDAP search en récupérant le SSH public key et le SSH public key ici. Et en gros, quand on va démarrer le démon SSH sur les serveurs, on va lui dire voilà la commande à exécuter, donc qui est juste au-dessus, et tu l'exécutes avec nobody. On va être un petit peu plus sécurisé. Et donc là, on commence à avoir typiquement des machines qui, à partir du moment où on va graver dans le marbre ce genre de choses-là dans la Golden Image, par exemple d'un serveur cloud, que j'en démarre 1, 1000 ou 10 000, typiquement mes serveurs sont associés à mon LDAP. Mon LDAP sont associés à des certificats et je peux gérer les certificats au niveau de mon LDAP et non pas au niveau de ma machine. C'est comme ça qu'on le fait at scale. Évidemment, au niveau du LDAP, on va devoir ajouter le certificat, donc avec un LDAP Modify par exemple, où on va ajouter le LDAP public key et pour chaque user, on va le mettre dans le LDAP. Donc c'est pour ça que ce n'est pas géré au niveau des ops, au niveau des applications, c'est vraiment géré au niveau central. Et je trouve que pour moi, c'est la chose la plus élégante. Une autre manière de faire aussi, c'est d'utiliser HashiCorp Vault, donc qui fait un petit peu référence dans le monde de l'Ops pour gérer des clés SSH, pour gérer des secrets, pour gérer un petit peu n'importe quoi. En gros, ce qui va se passer, c'est que Vault va être capable de générer le certificat, puisqu'il va contenir le root CA, et on va pouvoir signer nos certificats par rapport à Vault, renvoyer le certificat à l'utilisateur, et l'utilisateur va pouvoir se connecter à la machine directement. Là, on ne passe pas par le LDAP, mais à partir du moment où on a récupéré le certificat ici, on peut l'envoyer au LDAP, et du coup, on est beaucoup plus rapide. Et enfin, je finirai juste sur ça, on finira juste le talk. On a 1 minute de retard, ça va. Des choses qu'on peut faire aussi avec le cloud, c'est un petit peu magique. Je vous en ai parlé, on est capable d'injecter des clés dans la Golden Image, donc avec Packer par exemple, où on va graver dans le marbre toutes les clés. On peut le faire via Terraform. À chaque fois qu'on fait du Terraform, on va ajouter la clé sur chacun des serveurs. Ça peut le faire. Et au niveau du Cloud Init, au niveau du démarrage, par exemple sur AWS, GCP ou Azure, le Cloud Init va populer lors du lancement de la machine les /home/users, les points SSH, et automatiquement faire ça. Au niveau de l'inframutable, on est capable de faire ça aussi via le Ansible. Généralement, c'est ce que les gens font. Ils font des rôles Ansible pour injecter les clés SSH directement sur les machines. Un petit peu de pub, c'est l'instant pub. Vous avez 2 minutes 30 de pub au niveau GCP. On a un produit qui s'appelle OS Login qui va vous le faire à votre place. En gros, OS Login, on va pouvoir générer les identités au niveau du cloud, donc dans OS Login, et à chaque fois que les users vont pouvoir se connecter au niveau de la machine va
aller interroger OS Login, il va faire tout le travail que je vous ai montré au niveau des certificats, au niveau de la durée de vie, au niveau des users, et on va être capable de se connecter ou pas. Voilà, je vous ai un petit peu expliqué comment ça fonctionnait. Mise à jour automatique des autorisations, on importe des contenus existants. En gros, c'est pas mal de travail. Donc, on supprime les fichiers authorize key de la VM. On configure le serveur OpenSSH, donc SSHD. On configure le NNS, donc l'équivalent du LDAP, pour aller requêter les users. Et puis ensuite, on configure un ensemble de plugins PAM pour pouvoir se connecter non pas via le ETC Shadow et ETC Password, merci, local, mais directement avec OS Login. Voilà tout ce qu'on avait à vous dire. Je n'ai pas fait de slide de merci, de questions, quoi que ce soit. Je pense qu'on est 3 minutes en retard. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est ici, on se balade. Derrière la porte, là. Ouais. Et voilà. Merci beaucoup. Merci.